Bien, bien, bien. Bonjour, mes vicieuses petites coccinelles du Soudan. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien. Pour ma part, je suis présent pour vous donner, vous présenter, vous offrir mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC 264 Poirier contre McGregor 3 TWO 3. Les petits chums, on a hâte à cet événement-là. C'est une bonne carte en plus. Souvent, l'UFC, quand il y a des événements de Conor McGregor, nous donne une trash card, puis un ou deux bons combats on top. Puis ils disent, hey, McGregor, voilà, vous allez l'acheter pareil. Mais c'est pas le cas cette fois-ci. Honnêtement, très bel événement. La seule affaire que je questionne, c'est comme à l'habitude, pour vrai, la façon dont les combats sont placés sur la carte. Il y a des combats qui, selon moi, ne devraient pas être sur la main card du pay-per-view, et puis le sont. Puis il y a d'autres combats qui sont sur les prelims qui auraient vraiment un très bon potentiel de main card de pay-per-view. On aura la chance d'en reparler, mais généralement, bon événement assez excitant. Et le combat principal de la soirée, c'est la trilogie, c'est le combat que tout le monde attend. Dustin Poirier, Conor McGregor 3. Et puis, écoutez, c'est rare qu'on arrive au troisième combat d'une trilogie, puis qu'il y a encore autant de questions alentour du match-up. On n'a pas vu les deux gars se battre tant longtemps ensemble. Le premier combat, c'est réglé au premier round. Le deuxième combat, plus tôt cette année, on s'en rappellera tous, au deuxième round, quand même milieu de deuxième round. Mais bref, on n'a même pas un 15 minutes plein de ces deux gars-là qui se battent un contre l'autre dans la cage. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai encore beaucoup de questions concernant le match-up. L'autre raison, qui est souvent une raison qui est évoquée là, dans les combats de Conor McGregor, c'est où est Conor McGregor dans sa carrière? À quel stade est-il? De quoi s'attendre de Conor McGregor? Parce que si tu regardes le premier combat avec Dustin Poirier, c'est vraiment dans le temps où, tu sais, il y avait un feel. Tu sentais qu'il y a quelque chose qui se tramait avec Conor McGregor. Il y avait le sentiment que ce combattant-là allait accomplir de grandes choses, allait passer au prochain niveau du sport. Et puis le résultat du premier combat nous donne, continuer un peu à fuel ce genre de sentiment-là qu'on avait en nous. Pour ce qui en est du deuxième combat, il est bizarre. Il est vraiment bizarre. Il est vraiment bizarre parce que d'un côté, tu vois certaines trajectoires se confirmer pour ces deux combattants-là. Le fait que Dustin Poirier, plus en plus que sa carrière arrive, est un combattant immensément tough, un combattant qui est capable de s'adapter aussi en combat, qui est rendu avec un tool bag assez profond pour juste dire, ah ben tiens, je vais essayer cette chose-là, voir si ça marche, parce que là, présentement, ce que je fais, ça ne marche pas vraiment. Et puis, ça lui a donné une confiance qui est quand même assez incroyable dans sa game, qui fait qu'il ne se fait plus finir. Tu sais, Dustin Poirier s'est déjà fait finir par Conor, par Michael Johnson auparavant. Puis oui, tu peux encore le cut solidement, puis tout peut arriver dans un combat d'MMA, mais si tu regardes ses combats contre Alvarez, ses combats contre Justin Gaethje, ses combats contre Dan Hooker, tu sais, tous ces combats plus récents, à part évidemment celui contre Khabib, que ben honnêtement, je le compte pas. Autant je compte pas le combat contre Khabib dans mon analyse de Conor McGregor, je compte pas vraiment le combat contre Khabib dans mon analyse de Dustin Poirier non plus, parce que tu sais, qu'est-ce qui allait arriver d'autre que ce qui est arrivé dans ce combat-là? Bref. Si tu regardes Dustin récemment, c'est un gars qui, oui, des fois commence un peu slow ses combats, prend le temps à se mettre dans ses combats, mais quand il trouve quelque chose qui marche, il va non seulement y aller à de nombreuses fréquences, mais va trouver une manière aussi d'un peu camoufler ça à son adversaire. Puis ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant de la part de Dustin Poirier dans le premier combat, c'est la façon dont, quand il a vu que les calf kicks marchaient, il spammait des calf kicks entre vous et moi. Mais il y a un moment donné qu'il s'est mis à spammer des calf kicks, puis McGregor, il savait que les calf kicks s'en venaient. Donc, il fallait que Dustin trouve un autre moyen de faire passer ses calf kicks. Fait que c'est là qu'on l'a vu un peu change level, va essayer de faker un jab, va essayer de faire mordre McGregor à une feinte, puis au lieu que ce soit un coup de poing qui arrive, ben bang, c'est un calf kick. Aussi, il essayait de forcer McGregor à se compromettre. Forçait McGregor à essayer de lancer une grosse main gauche où il fallait qu'il mette du poids sur ses jambes. Puis c'est au moment où Conor lançait, Dustin allait juste éviter l'ender calf kick au moment où McGregor avait le plus de poids sur sa jambe. Puis ça, c'est vraiment un bel ajustement qu'il a fait dans ce combat-là. Puis c'est une belle tendance qu'on voit se développer dans les combats plus récents de Dustin Poirier. C'est un combattant très tough qui, quand ça ne marche pas, son game plan, il va trouver d'autres choses, va essayer du moins d'autres choses, a tellement un bon tool bag profond, autant au niveau du striking que du grappling. Là, je pense qu'on ne peut pas sous-estimer les takedowns dans ce combat-là. Puis je vais en parler un petit peu plus tard de ça, évidemment, mais un bon combattant qui s'adapte très bien. C'est ça qui a fait qu'il est devenu un combattant élite. C'est ça qui a fait qui a remporté ce rematch-là contre Conor McGregor. Puis c'est vraiment un aspect qui est au forefront là, de sa game. Dans le cas de Conor, ben,
peut-être un peu malheureusement dans son cas, on a continué un peu à avoir la tendance de McGregor, quand ça se met à mal aller, c'est très, très rare qu'il réussisse à s'en sortir. Quand qu'il ne domine plus le combat, quand il n'est plus en contrôle du combat, quand il y a quelque chose qui commence à ne plus aller according to plan, c'est là que ça se met à mal aller. C'est là qu'il se met à absorber du dommage. C'est là qu'il se met à un peu chercher son way out puis prendre des décisions qui sont douteuses. Tu sais, quand Dustin landed beaucoup de calf kick, la façon dont Conor a essayé d'aborder ça un peu, c'est qui tu l'as vu une couple de fois qu'il a essayé d'attraper les kicks puis pas nécessairement lander un takedown, mais à un moment donné, il tenait la jambe à Dustin, il semblait vouloir le déséquilibrer à ce niveau-là. Et puis, il y avait comme un manque de réaction appropriée dans son cas. Il n'a pas changé sa game. OK, tu sais, mettons, les calf kicks me font très mal, donc je vais changer ma stance, puis je vais essayer d'adopter une stance où je suis plus mobile, où je plante moins mes pieds au sol pour manger les calf kicks. À chaque fois que je plante mon pied au sol, je me fais complètement calf kick par Poirier. Il n'a pas été capable de faire cet ajustement-là. Puis ça, c'est une grosse trajectoire dans la game de McGregor. Veut pas, c'est un combattant qui est très dominant. On l'a vu dans le premier round, on arrive land des bons coups, très dangereux dans le clinch. Ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à pas se rappeler, mais les shoulder strikes dans le clinch, accompagnés de, il est tellement créatif, il y a tellement une grande variété de choses qu'il lance dans le clinch que tu sais jamais, vas-tu me lancer un coup d'épaule, vas-tu me lancer un coup de coude, vas-tu juste me stomp le pied, vas-tu me lancer un genou? Il est très difficile à prédire dans cet élément-là du combat. Donc, il y a eu beaucoup de succès. À ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de succès debout. Il a défendu, tu sais, le premier takedown que Dustin a landé, il l'a landé par surprise, mais après, quand McGregor moindrement s'attendait au takedown, était beaucoup plus solide pour le défendre. Là, voir le shot arriver, puis boum, tout de suite, tu pourras aller ou se retrouver hors distance du takedown. Puis, tu sais, je pense assez rapidement dans ce combat-là, régler la discussion de est-ce que la lutte, tu sais, va être un facteur ici. Donc, pour la trilogie, ça reste un dur read. Honnêtement, ça reste un dur read parce que si tu regardes le deuxième combat, on ne peut pas se cacher que McGregor avait beaucoup de succès debout puis que si Dustin Poirier ne réussit pas à trouver le calf kick dans ce combat-là, on se demande comment ça va aller pour lui parce que oui, il résistait, puis ça, c'est un très, très bon signe pour lui, le fait d'avoir mangé plusieurs grosses mains de gauche de Conor McGregor, d'avoir mangé plusieurs bons punches, plusieurs bonnes strikes en général de Conor McGregor. Puis oui, il y a des moments où il a besoin de shaker un peu, reprendre ses esprits, mais jamais dans le combat, on l'a vu avoir mal, être proche de se faire finir, être en péril par les strikes qu'il a absorbés. Donc, à ce niveau-là, c'est un bon signe pour Dustin, mais s'il ne trouvait pas le calf kick dans ce combat-là, il n'était pas en train de gagner debout. Ce n'est pas un combat qu'il est en train de remporter. Donc, ça va prendre de la part de Dustin de trouver quelque chose, de trouver une petite manière de sortir McGregor de sa game, trouver une petite manière d'avoir du succès malgré le fait que la confrontation debout est en faveur de Conor McGregor. Puis je pense que ça a été ça dans le premier combat, ça a été ça dans le deuxième combat. Je pense que ça va probablement continuer à être ça dans le troisième combat. Maintenant, l'aspect des calf kicks va être important, honnêtement, mais je ne sais pas si ça va être autant important qu'on en parle. Parce que, tu sais, Dustin Poirier l'a lui-même mentionné, que, tu sais, des fois, les gens, la stratégie des calf kicks, la stratégie de ça. C'était pas une stratégie pantoute, c'est juste que, en plein milieu du combat, j'ai lancé un kick, je me suis rendu compte que ça marchait, donc j'ai juste continué de le faire. C'est là que je vous dis, sa capacité à s'adapter, sa capacité à, en combat, juste se dire, ben, il y a cette affaire-là que j'ai pas encore essayé, que j'ai dans mon toolbag parce qu'il est tellement profond, il est tellement vaste, que je peux essayer plein de choses différentes dans plein d'aspects différents du combat. Puis un jour, je vais en trouver un qui va marcher. Puis c'est un peu ça que j'ai l'impression qu'il va être la clé ici, honnêtement. Parce que je pense pas que Dustin peut arriver avec un game plan établi. Donc, je vais arriver puis je vais faire telle chose, ça va mener à telle chose. Puis c'est difficile d'arriver avec un process, basically, contre Conor McGregor qui est juste tellement bon, tellement rapide debout, qui est athlétique, qui frappe fort, qui est un striker peu usuel aussi. Là, et dans le deuxième combat, c'est-à-dire utilisait plus une boxing stance. Ça se pourrait qu'il arrive avec sa plus vieille stance, un peu plus karaté, où il est plus bouncy sur ses pieds. Puis, dans le temps qu'il essayait beaucoup de lancer des kicks, lancer beaucoup de kicks pour créer des smoke and mirrors, puis qu'il allait te lancer tous ces kicks-là pour finalement juste te plugger avec une gauche en plein milieu, qui est le punch le plus simple dans le book, mais qui n'est pas le punch que tu t'attends nécessairement quand le gars il est là à lancer des spinning ci, des spinning ça devant toi pendant quelques minutes. Donc,
Au niveau des takedowns, comme j'ai dit, je banquerais pas vraiment là-dessus. Moi, ce qui me surprendrait pas, par exemple, dans ce combat-là, c'est que ça soit Conor McGregor qui lance des calf kicks. Ça me surprendrait vraiment pas parce que tu le sais qu'il a été embêté par ça, principalement. C'est ça qui a fait qu'il a perdu le deuxième combat. Il est un peu surpris, tu sais, après le combat. Il n'avait jamais vraiment vu ça de sa vie, ou du moins expérimenté ça de sa vie. C'est sûr qu'en écoutant des combats, il a vu des gens avoir du succès avec des calf kicks, mais il l'avait jamais vécu. Clairement, il savait pas comment il allait se sentir après s'être fait complètement détruire la jambe par des calf kicks. Donc, ça me surprendrait pas qu'il ait beaucoup travaillé là-dessus, puis que là, qu'il arrive dans un combat avec genre un peu, tu sais, c'est un gars qui aime prouver un point, Conor McGregor, souvent, là, puis que ça soit lui qui arrive, puis lui qui calf kick. Ça me surprendrait pas que ça se transforme en des takedowns pour Dustin Poirier, honnêtement. Parce que je pense que Poirier ne se laissera pas nécessairement kicker dans le mollet autant que McGregor a pu le laisser faire dans le deuxième combat. Puis ça me surprendrait pas que Conor arrive en disant il ne s'attendra pas à ça, c'est moi qui vais le calf kick, puis que Dustin ait la réaction instinctive d'attraper la jambe, de lander des takedowns là-dessus. C'est sûr que ça n'a pas beaucoup de facteurs dans le deuxième combat. Le takedown qu'il a landé, ça n'a pas été vraiment efficace. C'est qu'on a vu qu'on a tout de suite retourné vers son coin, travailler contre la cage pour se relever. Puis il n'est pas vraiment scoré avec ce takedown-là. Mais ça, je pense que ça peut être un aspect. Les leg kicks, je pense plus que c'est McGregor qui va en lancer, honnêtement, que Dustin Poirier. Mais comme j'ai dit dans les dernières minutes, honnêtement, je pense que McGregor va arriver, va encore avoir l'avantage dans ce combat-là, va encore gagner le premier round, potentiellement même gagner le deuxième round. Mais au stade où on en est, où j'ai encore tellement de questions par rapport à Conor McGregor, il est où mentalement dans sa carrière? Des choses qu'il dit avant ce combat-là, genre je suis vraiment focus, je me suis juste entraîné en arts martiaux mix pour ce combat-là. Ça veut dire que l'autre combat d'avant, tu faisais comme de la boxe puis un peu d'MMA sur le side, puis tu te dis je vais péter Dustin pareil. Je ne sais pas, il est où Conor McGregor, avec tout l'argent qu'il a, toutes les choses qu'il a à faire à l'extérieur de la cage, toutes ces business ventures quelconques qu'il a. Je ne sais pas, il est où, puis le deuxième combat ne m'a pas éclairé là-dessus, honnêtement. Et puis, j'ai juste l'impression qu'il va arriver, il va probablement dominer jusqu'au moment où Dustin Poirier va trouver quelque chose parce qu'il s'adapte très bien. Puis, ça peut être, tu sais, la plus ridicule des choses, genre si j'utilise mon jab quand on est plus hésitant, ou si je le force à lancer puis je le counter avec tel punch. Tu sais, il y a une couple de fois là, dans le rematch que quand Dustin est devenu plus confortable, il passait à ça de lander son check hook, là, à ça. Fait que ça, je pense que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que Dustin peut forcer Conor à se commettre dans une combinaison qui va être un peu rogue, un peu télégraphiée, puis il va pouvoir se tasser, le lifter, puis lander le check hook fatal? Peut-être, mais je pense tout simplement que Dustin est tough. Je pense pas qu'il va se faire finir. Fait que je pense qu'il va manger sa volée jusqu'au moment où il va trouver quelque chose qui va marcher, puis il va run with it encore comme il a fait dans le deuxième combat. Ça sera probablement pas les calf kicks que ce soit là. Ça va peut-être être des takedowns, ça va peut-être être justement son jab, ça va peut-être être un check hook qui passe bien, ça va peut-être être quelque chose, mais Dustin va trouver un ajustement, va l'appliquer, puis il va finir par gagner ce combat-là. Je pense que ça va durer un peu plus longtemps, mais j'ai Dustin Poirier au TKO troisième ronde dans ce combat-là. Ça va être ça ma prédiction ici. Les petits amis, ça nous mène au combat event de la soirée. Gilbert Burns, Stephen Thompson. Un combat que j'écoute tout le monde en parler. Ça a l'air unanime que tout le monde pense que Gilbert Burns va gagner ce combat-là. Et puis moi, j'étais là, ouais, vraiment, tout le monde pense ça. Puis tu sais, je le vois à l'argument. Le gars, son striking s'est immensément amélioré. C'est une terreur. C'est un bully, il va de l'avant, va essayer de lancer, des très agressif dans ce combat-là. Il est aussi un BJJ World Champion. On ne parle pas assez souvent de ça, mais le gars, c'est un grappler absolument, hors pair qui peut soumettre absolument n'importe qui amène au sol. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, Tyron Woodley, qui lui aussi n'est pas le combattant agressif que Gilbert Burns est. Le côté style, ça se compare pas trop, à part le fait que les deux frappent fort puis ils aiment ça lander takedown une fois de temps en temps, là, mais c'est pas des styles qui se comparent vraiment. L'affaire, c'est que Tyron Woodley était capable de lander environ 2 à 3 takedowns dans 50 minutes contre Wonderboy. Et puis,
bien que c'est pas un combattant très agressif, c'est un gars qui savait setup ses takedowns. Tyron Woodley, on l'a vu setup de très beaux takedowns tout au courant de sa carrière. Donc, c'est un très bon lutteur. C'est quelqu'un qu'on devait se dire va avoir l'avantage de grappling contre Wonderboy. Puis, comme j'ai dit, en 3 combats, 50 minutes, il a landé 2 à 3 takedowns seulement. Puis, il y en a un qui a réussi à faire compter. Je pense que c'est dans le rematch. C'est ça qui a fait qu'il a gagné le combat pas mal. Mais les autres, c'était pas grand-chose. Ça n'a pas amené à beaucoup d'offensives, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'offensives dans ces 2 combats-là, point, là, si on s'en rappelle. Mais, on dirait que je ne peux pas me fier là-dessus. Puis, ce qui me gosse vraiment, c'est le temps du combat, honnêtement. J'ai l'impression que 15 minutes, c'est un combat parfait pour perdre contre Wonderboy, une décision serrée où Wonderboy se met sur son bicycle. Tu sais, ce gars-là a un footwork qui est absolument incroyable. Il va avoir des kilomètres de reach. Ben, en fait, 4 pouces de reach, mais ça, c'est avec ses mains, avec ses pieds, ça risque d'être beaucoup plus que ça. Donc, ça ne me surprendrait pas, moi, qu'on voit un combat où Wonderboy est sur son bicycle, reste à kicking range, land des petits kicks sur Gilbert Burns, puis joue au matador avec lui. Là, s'assure que Gilbert Burns ne soit jamais capable de rentrer assez proche de lui pour lander des punches, pour faire, parce que toutes les choses que Gilbert Burns va vouloir faire dans ce combat-là, ça va être à close range. Puis pour être à close range contre Wonderboy, il faut que tu rentres dans son range. Puis c'est une des personnes, que c'est le plus dangereux de rentrer dans son range, mais aussi que c'est le plus difficile de rentrer dans son range à cause de son footwork, à cause de tous ses range tools, que ce soit ses kicks, que ce soit même un jab qui est très, très, très compétent. Fait que honnêtement, j'ai Wonderboy dans ce combat-là. J'ai Wonderboy par décision. Puis j'ai vu les odds, j'ai vu qu'il est favori. Puis j'ai tellement entendu tout le monde me dire ah non, 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 Burns va gagner, que je suis surpris de voir les odds. Honnêtement, je suis surpris de voir que Wonderboy est favori dans ce combat-là. Mais c'est ça mon read. Honnêtement, je pense que Wonderboy va probablement gagner par décision. Le gros X-Factor ici, il faut se le dire, c'est l'âge. Wonderboy est vieux. Puis ça se peut qu'un moment donné, genre du jour au lendemain, il arrive dans la cage, puis c'est plus le Wonderboy que c'était, bouge moins rapidement, puis si ça arrive, Burns va absolument passer dessus. Mais avec l'info que j'ai en ce moment, je suis pas capable vraiment d'y aller contre Stephen Wonderboy Thompson dans ce combat-là. Fait que je vais aller avec Wonderboy par décision. Et ça nous mène à un complet shit show, un combat que j'aurais aimé voir sur les prelims, on s'entend, mais que je sais comment l'UFC opère. Fait que jamais, quand j'ai vu ce combat-là sur la carte, je me disais, c'est sûr que c'est sur le pay-per-view. Il y a même un bout que, je sais pas si c'était pour troller les hardcore fans, mais c'était le co-main event, puis t'avais le combat de Wonderboy Burns en dessous, puis là, tout le monde était big mad. Puis avec raison, Greg Hardy, c'est un asti de sous-marde. Il est même là en conférence de presse à talk shit Derek Lewis, dit que c'est un ex-convict qui est fat. Un ex-convict, oui. Derek Lewis a déjà été en prison, en effet. Puis c'est parce qu'il a pété la gueule à son beau-père qui avait pogné à battre sa mère. Toi, Greg Hardy, tu n'as jamais été en prison parce que tu t'es fait reconnaître coupable d'avoir battu ta blonde, mais tu as porté la cause en appel, puis si tu drôles en appel, la pitoune ne s'est jamais pointée pour témoigner. Fait que les charges ont été dropped. Tu as sûrement envoyé un bon petit montant d'argent parce que tu es un gars de la NFL, puis tu es un petit gars loadé anyway. Fait que envoyer un petit million ou deux sur le site pour qu'elle ferme sa gueule, puis tu pas en dedans, ça t'a fait bien plaisir. Fait que d'un, ton argument de ex-con, c'est de l'hostie de marde parce que toi, tu es littéralement la sous-marde de l'humanité, puis c'est à cause des gens comme toi que Derek Lewis est déjà allé en prison. Et de deux, quand tu parles de fat, essaye de ne pas être le seul esti heavyweight de l'histoire de l'UFC qui a eu besoin de plus de temps pour faire la limite de 265 livres. Ceci étant dit, j'espère que Tite Tuivasa va le ruiner. C'est genre, jamais, tu sais, je suis un gars, j'aime les combattants, vous le savez comment je suis, j'adore les combattants. Il n'y a pas ce sport-là sans les combattants. Puis, tu sais, il y en a que j'aime moins que d'autres, c'est normal. Mais jamais je vais dire, lui, là, j'espère qu'il se fait péter. Là. Lui, j'espère qu'il se fait knocker. Tu sais, c'est pas mon style de dire ça parce que je souhaite pas que personne reçoive du gros brain damage, un kick bien flush dans la tête. Puis, ça peut avoir des effets plus tard dans la vie. Mais Greg Hardy, là, s'il mange la volée de sa vie puis il se fait knocker out cold, là, il n'y aura personne de plus content que moi. Parce que ce gars-là, c'est un esti de sous-marde. Je comprends même pas pourquoi je parle de lui. Puis honnêtement, Tuivasa devrait le battre. Là. On s'entend que Tuivasa devrait le battre, mais ça serait tellement tight Tuivasa d'échapper ce combat-là. Puis même s'il peut pas vraiment, parce qu'on s'entend, si Greg Hardy le knock pas au premier round, je vois pas comment il gagne ça, parce qu'il y a à peine du cardio pour le premier round. Le gars gaz out badly après un round tellement qu'il a besoin de pomper dans le coin avec ses pompes d'asthme. Aïe, man. Greg Hardy, quel esti de shit show. Fait que bref, j'ai Tite Tuivasa, TKO round 3 parce que je pense que Hardy, s'il réussit à se rendre au round 3, va tellement être gaz out qu'il va probablement mourir de lui-même dans la cage comme Dada 5000. Là. Mais il y a un côté de moi qui trosse pas Tite Tuivasa, qui est genre big. Perds pas ce combat-là, s'il te plaît, pour le bien
de la division heavyweight, pour le bien de l'UFC, pour le bien des partisans de l'UFC, pour le bien de tout le monde. Tite Tuivasa, pas ce combat-là, s'il te plaît. Ça nous mène à un autre combat qui est définitivement le combat que je ne comprends pas pourquoi c'est sur la main card et non les prelims. C'est Irene Aldana contre Yana Kunitskaya. Puis tu sais, c'est comme j'ai rien contre ces deux filles-là, mais ça sera peut-être pas un bon combat. Puis t'as tellement des bons fights, genre Carlos Condit contre Max Griffin, Nico Price contre Michel Pereira, Ryan Hall contre Ilia Topuria. Tout ça, ça pourrait être sur le pay-per-view. Tout ça, ça pourrait être sur le pay-per-view. Puis il n'y a aucune raison pourquoi tu mets Aldana et Kunitskaya sur le pay-per-view. Parce que big. Irene Aldana est bonne, elle a des bonnes mains, c'est une boxeuse, elle est intéressante. Mais si tu regardes sa fiche, elle a perdu contre absolument presque tout le monde qui voulait la grapple de façon persistante. Puis Yana Kunitskaya, man, c'est la blonde à Thiago Santos. C'est pas mal ça qu'elle a pour elle, mais si tu regardes son style, c'est la fille qui va te prendre, qui va te crisser contre la cage, puis qui va te wall and stall le plus longtemps possible dans un combat. Puis ça va être intéressant de voir un peu la dynamique ici, parce qu'Aldana va être vraiment plus grande et potentiellement pas plus grosse, je pense plus grande, plus mince, mais plus grande que Yana Kunitskaya. Fait qu'elle va avoir des genres de tools là, dans le clinch, que ça va être plus facile pour elle lander des genoux, des coups de coude, des choses comme ça. Fait que ça peut être intéressant de voir, mais Yana Kunitskaya, d'après moi, va être plus thick qu'elle, devrait être la plus forte physiquement des deux combattantes, puis va tellement chercher le clinch, chercher à shut down son adversaire, l'amener au sol, rester dans sa garde, gagner du temps là, gagner du temps dans le clinch contre la cage, ou elle aussi, en plus d'être lourde, est capable d'être active, pas super active, mais elle va lander des petites strikes. C'était là juste, elle en fait juste assez pour pas se faire sortir de cette position-là par l'arbitre, basically. Fait que je pense que les moments qui vont être debout à range, ça va être intéressant, mais je pense que la majorité du combat va se passer avec Aldana qui a le dos contre la cage. Puis pour cette raison-là, j'ai pas le choix de favoriser Yana Kunitskaya ici par décision. Ensuite, Sean O'Malley, Chris Moutinho. On dira ce qu'on veut, mais ça, c'est un combat parfait pour le début du pay-per-view. Je pense même encore plus parfait que Nico Price contre Michel Pereira. Puis on aura la chance d'en reparler dans 2 combats. Mais Chris Moutinho, c'est un peu une version Dollarama de Sean O'Malley. Là. On s'entend, ce point est un style assez Muay Thai, je vous dirais, où il est très haut, garde très haute, il essaie toujours de mesurer un peu son adversaire, puis il kick beaucoup, va lander des combinaisons. Le problème, c'est que c'est pas un bon match-up pour lui, là, Sean O'Malley. Je l'ai vu dans trop de combats sur la scène régionale se faire complètement dropper au premier round par un punch qu'il n'a pas vu venir, puis qui arrive un peu de nulle part, puis boum, là, il se fait drop. Puis souvent, il est capable de revenir. Et je te dirais que la majorité des combats qu'il a perdus, c'était au sol, de se faire soumettre ou se faire TKO au sol par des coups de coude, des choses comme ça. Donc, c'est pas un gars qui s'est fait knocker fret. Il est tough, réussit souvent à se remettre du fait qu'il se fait complètement dropper, mais Sean O'Malley est un sniper at range. Il va avoir le reach sur lui, il va avoir la grandeur sur lui. Fait que non seulement avoir le reach avec les bras, il va avoir le reach avec les jambes. Puis, c'est sûr que tout peut arriver. Le Chris Moutinho peut arriver là puis se mettre à ruiner les jambes de Sean O'Malley parce que s'il y a 2 affaires que je ne trosse pas dans la vie, c'est un, Sean O'Malley. Je le trosse pas, je ne sais pas pourquoi. C'est un bon prospect, il y a tout. Il y a vraiment tout pour devenir très bon, mais je le trosse pas. Il y a de quoi dans moi que tant qu'il n'aura pas battu un bon grappler, tant qu'il n'aura pas battu quelqu'un qui n'a pas une bonne game pour lui, je vais avoir de la misère à le truster. Puis la chose que je truste moins que Sean O'Malley, honnêtement, c'est ses chevilles. Le gars n'a pas l'air d'avoir des bonnes chevilles. Ça a l'air. Tu sais, des fois, ça arrive une fois de temps en temps, oh, beaucoup de calf-kick, là, t'as mal aux pieds, il arrive de quoi dans ton combat. Lui, c'est trop récurrent. C'est arrivé contre André Sukamta, c'est arrivé contre Marlon Vera, même son dernier combat contre Thomas Almeida, il y a une couple de moments, j'étais genre, oh, tes chevilles sont-tu correctes, le gros? Il a l'air de lui-même, en se déplaçant, des fois, passer proche de se fouler une cheville. Donc, je vais toujours avoir une crainte à ce niveau-là. Je pense pas que Chris Moutinho, c'est le gars qui va exploiter ça, honnêtement. Je pense que c'est le gars qui va se retrouver un peu stuck at range contre Sean O'Malley, qui veut juste ça parce que c'est un très, très bon sniper. Fait que j'ai Sean O'Malley par first round TKO. Dans ce combat-là, ça nous mène au prelim. Carlos Condit, Max Griffin. Il y a une partie de moi qui a envie d'être content de ce combat-là parce qu'on a quand même vu un bon Condit dans ses 2 derniers combats. Il a gagné contre Court McGee, il a gagné contre Matt Brown, puis on sait que le fait que Matt Brown a gagné son dernier combat, ça élève un peu aussi cette victoire-là de Carlos Condit, mais écoute, honnêtement,
je peux pas le favoriser ici. Je trouve ça plate parce qu'il est vraiment meilleur que Max Griffin. Carlos Condit, dans son pic, ruine Max Griffin, là, le démolit complètement. Mais la version plus vieille de Carlos Condit, qui est encore capable de faire son Carlos Condit stuff, mais avec un peu moins d'assurance, avec un peu moins de physicalité, ça va être dur contre Max Griffin, qui est reconnu pour défendre la majorité des punchs avec sa face, de lancer des millions de punchs en retour, puis d'y aller vraiment balls to the walls pendant 15 minutes. C'est un combattant excessivement agressif, excessivement physique. Va chercher beaucoup de takedowns aussi généralement dans ses combats, puis ça va être un gros facteur aussi, parce qu'on le sait, Carlos Condit, sa defense takedown, là, c'est basically de se faire takedown, puis d'essayer des soumissions de sa garde, puis des fois ça marche, rarement, par exemple. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Carlos Condit gagner par soumission. En fait, écoute, ça fait tellement longtemps que c'est basically en 2008 là, contre Carlo Prater dans la WEC. Je pense même pas qu'il y a un submission win dans l'UFC. Fait que je pense que Griffin va jeter une tornade dans ce combat-là, va mettre immensément de pression, immensément de volume sur Carlos Condit, puis contre un Court McGee qui l'a littéralement laissé faire ses choses à At Range. Puis Matt Brown aussi, qui, je sais pas si ça a été une performance décevante, c'est juste le style de Condit avec l'âge aussi de Matt Brown. Qu'on s'entend, Matt Brown est aussi vieux que Carlos Condit, puis probablement aussi, je ne veux pas dire fini, là, ils ne sont pas finis les deux, mais c'est plus les Matt Brown et les Carlos Condit des belles années. Ça, loin de là. Et puis, écoute, pour cette raison-là, je vais y aller avec Griffin par décision. Je pense qu'il va mettre beaucoup trop de pression dans ce combat-là, puis il va remporter. Ensuite, on a Niko Price, Michel Pereira. Et puis ça, les boys, il faut qu'on soit hype. Ça va être absolument incroyable. C'est 2D action fighter les plus nice qu'on a dans l'UFC. Mais honnêtement, après avoir vu les 2 derniers combats de Michel Pereira, je ne m'attendrais pas vraiment à ce qui arrive là, puis qu'il continue à faire des front flips, des affaires de même. Il y a vraiment beaucoup de tame down cet aspect-là de sa game dans les derniers combats, puis avec succès, très belle performance. D'un contre Diego Sanchez, qui est vraiment le premier combat où on l'a vu tone down un peu, le show, puis plus se concentrer sur battre son adversaire, puis il a réussi jusqu'au moment où il a landé un coup complètement illégal, puis Diego Sanchez, il a fait le veteran move de se pousser avec la DQ. Ensuite, contre Zelim Imadaev, le très cher Zelim Imadaev, si je peux pas croire. Mais il l'a complètement ruiné, il l'a fini par soumission au 3e round. Puis contre Chaos Williams, on l'a vu le plus composé, le plus calme qu'on l'a vu dans sa carrière. Puis vraiment, il a dominé Williams. Il a gagné ce combat-là, je pense, assez facilement. Et puis, tu sais, il peut faire ça contre Niko Price, là. Absolument, il peut absolument faire ça contre Niko Price. Puis je pense que plus qu'il fait ça contre Niko Price, plus que ça va être facile pour lui. Parce que si tu arrives, tu es un malade mental, puis tu flippes partout, puis tu fais ci, puis tu fais ça. Contre Niko Price, il va arriver de quoi de cave. Il va te taguer avec une strike dégueulasse. Tu vas essayer de le suivre sur le top, puis il va te top kick, il va te faire de quoi de bizarre. C'est Niko Price. Mais si tu restes bien calme, bien composé, puis tu dis, moi, je vais être le striker Muay Thai technique dans ce combat-là, je pense que c'est très faisable là, pour Michel Pereira. C'est pas mal comme ça dans ma tête que tu bats Niko Price. Donc, pour cette raison-là, je vais favoriser Michel Pereira dans ce combat-là. Et je pense que ça va être par décision parce que Price est excessivement tough. Donc, Pereira par décision, ça nous mène à un combat entre Ryan Hall et Ilia Topuria. Ça me fait très rire ce combat-là parce que Ryan Hall, il se bat jamais parce que personne ne veut se battre contre lui. Parce que Ryan Hall va rester immensément loin de toi, puis il va lancer des petits kicks super sloppy juste pour scorer. Puis dès que tu vas rentrer dans le range puis essayer de le lancer, il va même pas essayer de défendre ton punch. Il va se laisser tomber sur le dos avant que ton punch arrive. Tu sais, de manière flagrante, là, pas « Oh, le punch est super proche, puis là, je me laisse tomber comme si je m'étais fait dropper. » Là. Vraiment, le gars va lancer le punch, puis Ryan Hall va faire « Oh shit, un punch qui arrive! » Puis va pull guard, va essayer de rouler dans les jambes, va essayer de faire ses affaires bizarres. Fait que personne ne veut l'affronter. Personne ne veut l'affronter. Sauf Ilia Topuria. Ils ont trouvé un gars assez cave pour l'affronter, puis c'est Ilia Topuria. Puis c'est un tueur, Ilia Topuria. On va se le dire, c'est un malade mental. Son debout est vraiment surprenant. Honnêtement, je pensais pas que c'est ça qui, quand il est arrivé dans l'UFC, je savais que c'était un grappler absolument exceptionnel. Je savais que c'était un très bon lutteur comme la majorité des Georgiens, mais je savais pas que sa boxe était aussi tight que ça, honnêtement. Et puis je pense que c'est ça le point le plus important dans ce combat-là. Je pense que Ilia Topuria n'est pas assez cave
pour aller jouer au sol en 50-50. Comme il a dit, on pourrait commencer ce combat-là en 50-50 puis je gagnerais quand même. Là. Et s'il fait ça, il va se faire soumettre. Hein, entre vous et moi, s'il fait ça, il va sûrement se faire soumettre. Je pense pas qu'il est assez cave pour faire ça. Je pense qu'il parle une grosse game, mais qu'arrivé le temps du combat, il va juste lancer ses mains, essayer de lander beaucoup de punch sur Ryan Hall, mettre une grosse pression, pas le laisser trop se sauver. Puis à chaque fois que notre ami Ryan Hall va essayer de faire la patate puis rouler sur son dos, il va se retirer de cette situation-là puis le forcer à se relever debout. Donc, je pense que Ilia Topuria va gagner ici. Je pense que ça va sûrement être une décision. Je pense pas que Ryan Hall, c'est un gars qui il accepte assez de dommages pour se faire finir. Il va trouver un moyen de flop sur son dos d'une manière ou d'une autre, puis d'essayer d'engager le grappling. Puis je pense que ça va faire un combo, parce que, petit burst d'action, ou une longue pause avec pas grand-chose, parce que là, t'as all la terre, puis là, t'as l'arbitre qui est genre, Chris, enlève-toi, s'il te plaît. Puis ça va faire beaucoup de moments comme ça dans le combat, je crois. Mais j'ai été pour y par décision. Ensuite, Trevin Giles, Dricus Duplessis. Ma grosse analyse ici, on va y aller un peu plus rapidement. Là. Ma grosse analyse, c'est que Trevin Giles gagne. Trevin Giles, il gagne. Si tu regardes ses derniers combats, il gagne. Puis des fois, je ne sais même pas comment il gagne parce que j'aime pas son style debout. On dirait qu'il essaie toujours de chercher le punch parfait. Puis ça vient vraiment empiétrer sur son volume. C'est un gars qui, s'il lançait plus de volume, serait plus agressif. Puis des fois, il a l'air d'être complètement gaz out badly. Mais continue à se battre quand même. Des fois, il essaie de lutter un adversaire qui ne devrait pas. Puis ça finit par semi-marcher pareil. Puis Dricus Duplessis a un très bon premier combat dans l'UFC. Très, très bon. Il a knocké Marcus Perez. Je ne sais pas combien de weight je veux mettre derrière ça parce que Marcus Perez, c'est le genre de gars à se faire knocker au premier round. Là, on s'entend les genres de BJJ specialists dans l'UFC qui n'ont pas beaucoup de striking puis pas beaucoup de menton. Tu parles à un Vinicius Moreira, Klitson Abreu, tous ces gars-là. C'est un peu tout fini comme Marcus Perez. Perez a une coupe de win, par exemple. Il faut lui donner ça pour son crédit, une coupe de win dans l'UFC, mais bref, pas une grande carrière UFC, disons-le ainsi. Fait que je ne sais pas combien de poids je mets derrière ça. Duplessis est définitivement un bon striker, un gars qui est capable de bien set up ses power shots, mais j'ai l'impression que Trevin Giles arrive là avec une game un peu plus complète. Puis oui, Duplessis a la majorité de ses wins par soumission, ce qui est surprenant quand tu regardes un gars qui est principalement un striker en général, mais c'est le genre de gars qui va te faire mal debout puis qu'ensuite va te sauter au cou, il va juste prendre ton dos puis te rear naked choke. Je pense que Giles est le meilleur lutteur des deux. Je pense qu'il y a la game la plus variée des deux puis ça va l'amener à une victoire par décision. Ensuite, Jennifer Maia, Jessica Eye. C'est sûr que là, Maia va être un peu surévaluée par rapport à sa performance contre Valentina Shevchenko, mais comment ne pas la surévaluer par rapport à ça? Puis comment ne pas regarder les deux performances des deux combattantes contre Valentina? Puis, Maia, je pense que c'est un bon duel debout. Honnêtement, je pense que c'est un bon duel Muay Thai contre boxe. J'aurais tendance à favoriser Maia pour la variété, pour le fait qu'elle va lancer plus de kicks, elle va vraiment avoir des attaques plus variées debout. Puis, je pense que la takedown game va être en sa faveur. Même si Jessica Eye, de plus en plus, là, aime lander des takedowns, essayer de s'établir sur le top pour gagner ses rounds, je pense que la meilleure grappler des deux ici, autant en dessous que sur le dessus, c'est sans aucun doute Jennifer Maia. Puis pour cette raison-là, je pense qu'elle va avoir l'avantage de ce combat-là, va probablement gagner par décision. Ensuite, Omari Akhmedov, Brad Tavares. Écoute, ça, c'est le flip, le coin flip sur la carte. Là. Littéralement, je ne sais pas qui c'est qui va gagner. Je m'en vais faire un pick. Je vais le dire tout de suite, c'est à Omari Akhmedov. Parce que le gars, justement, un peu comme Jennifer Maia, a une game plus variée. C'est le gars qui va être plus down de lander des takedowns. Brad Tavares, si tout va bien pour lui, ça va être un range striking match où il est capable de lander des bons counters assez solides, mais qui ne frappe pas nécessairement assez fort pour finir ses adversaires. Donc, on se retrouve souvent dans des bons matchs back and forth, mais pas action pack. C'est pas un combat pas un combattant qui counter hard. Souvent, ce qu'il essaie de faire, c'est un peu tour à tour. Tu sais, Pokémon Stadium, là. Genre, j'ai lancé un punch, c'est à ton tour, vas-y. T'as lancé un punch, j'ai réussi à le lifter, c'est là pas pire, j'ai gagné l'échange, donc voici un punch, à ton tour. Tu sais, c'est un gars qui va take des turns, c'est rare qu'il va se retrouver en échange, qui est en train de recevoir des punches, qui est check ça, si je vais lancer une combinaison pendant qu'on me lance une combinaison, voir lesquels qui vont lander le mieux. C'est pas vraiment son style. Puis je pense qu'Akhmedov, qui a beaucoup amélioré son gas tank, va être le plus agressif des deux, va lander des takedowns. Donc, pour cette raison-là, j'ai Omari Akhmedov par décision. Ensuite, Zhalgas Zhumagulov, qui a perdu ses deux premiers combats dans l'UFC en arrivant avec beaucoup de hype, le gars. Avant d'arriver dans l'UFC, Zhalgas Zhumagulov était sur une très grosse séquence de victoires. En fait, une séquence 1, 2, 3, 4, 5, 6. Victoire de 7 victoires, une séquence de 7 victoires en 8 combats avec des victoires. Avant d'arriver dans l'UFC, coup sur coup, il a battu Tyson Nam, qui est dans l'UFC. Ensuite, Tadjir Ulanbekov, qui est dans l'UFC, qui est un gars qui s'entraîne avec Khabib et la troupe. Et
Ensuite, Ali Bogotinov, qui s'est battu pour la belle contre Demetrius Johnson, on s'en rappellera. Puis là, il est arrivé dans l'UFC, perdu 2 décisions serrées contre Rolian Paiva, Amir Albazi. Puis là, on se dit, hey, ça va-tu le faire pour lui? Fait qu'on va le savoir dans ce combat-là parce qu'il affronte Jerome Rivera, qui littéralement s'est fait finir en 26 secondes par Odi Osborne, s'est fait ruiner par Francisco Figueiredo, le frère de Davison, pendant 15 minutes. Puis s'est fait absolument knocker par le chum Tyson Nam, le combat d'avant. Donc, un gars qui est sur 3 défaites consécutives dans l'UFC. Je sais honnêtement même pas pourquoi il est encore là, mais ça a l'air qu'il est là pour perdre contre Zalgas Zumagulov, un gars qui, tu sais, il aurait tellement pu gagner ses 2 premiers combats dans l'UFC, mais il en fait juste pas assez. Il en fait juste pas assez. Puis il est compétitif pendant 15 minutes. Genre, ce gars-là peut absolument gagner le combat, mais il faudrait qu'il turn up the notch un petit peu. Puis je me demande si on va le voir faire ça dans ce combat-là. Honnêtement, je pense même pas qu'il en a besoin pour le gagner, mais j'aimerais ça le voir faire ça. Ça me donnerait plus d'espoir pour le reste de sa UFC run. Et le premier combat, Wu Yaozong, Alen Amedovski. Wu Yaozong a comme fiche de 3 victoires, 2 défaites. C'est déjà battu 2 fois dans l'UFC. A perdu une fois à heavyweight, une fois à light heavyweight. Ce combat-là est à middleweight. Et puis, ben, c'est rien que ça que j'ai à dire sur lui. Ben, c'est que le gars, 3 victoires, 2 défaites dans l'UFC. Il n'y a pas de game, là. Il n'y a pas de game. Il n'y a absolument pas de game. Puis Alen Amedovski, lui, il y en a une. Il faut lui donner. C'est pas une très bonne game. Sa game, c'est genre, je vais essayer de te frapper le plus fort possible dans les premiers instants du combat. Puis si je te knock pas, ben, ça va sûrement très mal aller pour moi. Mais est-ce que ça peut mal aller au point de perdre contre Wu Yaozong? Honnêtement, je pense pas. Fait que j'ai absolument Amedovski par first round KO ici dans ce combat-là. Aucun doute. Rien que n'importe quoi peut arriver en MMA. Mais bref, ça conclut mes analyses de position complète de la carte de l'UFC 264 Poirier McGregor 3. Laisse-moi un like, ça va apprécier. Laisse-moi un commentaire pour me faire part de vos prédictions pour le main event, vos prédictions pour les autres combats, mais surtout le main event, juste savoir où you got Poirier, McGregor, quand, de quelle façon, comment ça se termine, pourquoi. On me fait part de ça dans les commentaires. En plus, abonnez-vous à MMA Talk sur toutes les plateformes. Des bien gros, des bien beaux petits vidéos, le fun là, qui s'en viennent pour vous. Checkez la petite revue culinaire de la sauce à Dustin Poirier. J'ai vraiment mis beaucoup d'efforts dans cette vidéo-là. Puis à date, j'ai une très bonne réaction des gens. Je pense que tout le monde qui a écouté ça. On trouve ça assez le fun. Fait que si vous ne l'avez pas vu, ben, prenez la chance d'aller voir ça. Je pense que vous allez bien apprécier. Puis il va y en avoir d'autres, là, des vidéos comme ça pour la suite des choses. Fait que je vous remercie. Bonne carte samedi. On se parle après, j'ai une fête d'un de mes amis qui a 30 ans, donc je vais vraiment prendre le temps d'aller à part, écouter le co-main event et le main event. Je ne sais pas si sur mon live, je vais autant parler des autres combats sur la carte que le co-main et le main. Mais bref, je vous fais un live après la carte, ça c'est sûr et certain, pour réagir à ce qui est arrivé dans le main event et encore plus. Donc merci à tous, on se parle en fin de semaine. Ciao.